perspective d'accompagner et de révéler les talents d'une jeune élite africaine, d'accompagner les acteurs de la société africaine. Le laboratoire de recherche et d'action diplomatique a débuté officiellement ses activités le 31 octobre 2020 par visioconférence. Pour en parler, je reçois M. Lagrange Fidèle Simenou Agnangpé. Bienvenue sur notre plateau de Gabon 24. Merci bien, madame. Alors, pour les téléspectateurs, je rappelle donc que vous êtes spécialiste en intelligence stratégique et des questions internationales, mais pas seulement, président, directeur général de Liege Council Group, si je prononce bien, et par ailleurs fondateur et directeur exécutif du laboratoire de recherche d'action diplomatique. Plusieurs cordes à votre arc, monsieur. Exactement. Mais en tout cas, j'espère qu'on fera une très belle émission. Écoutez, merci. Complément d'information, c'est maintenant. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau complément de l'information. On parle du laboratoire de recherche d'action diplomatique avec mon invité du jour, Lagrange Fidèle Simenou Agnangpé. Bienvenue de nouveau sur Gabon 24. Déjà, d'entrée de jeu, de quoi s'agit-il? Un laboratoire d'action diplomatique, c'est un peu savant, mais expliquez-nous, de quoi s'agit-il? Merci bien, merci de nous faire le privilège d'intervenir sur votre prestigieux plateau. Le laboratoire de recherche et d'action diplomatique est une initiative qui est née après un certain nombre d'observations et un certain nombre de privilèges dont j'ai eu l'opportunité ou la grâce en tant que jeune Africain. Et il faut dire que l'Afrique a de sérieux problèmes, c'est vrai, nous le savons tous. Et quand vous avez eu le privilège de sillonner pratiquement tous les continents, vous avez eu le privilège de côtoyer des jeunes occidentaux, des jeunes d'autres contrées, et vous voyez comment est-ce que ces jeunes sont organisés, comment est-ce que ces jeunes accompagnent leurs autorités politico-administratives dans la mise en place de leur politique pour leur bien-être. Et quand vous voyez comment est-ce que dans ces contrées-là aussi, la relève est préparée, véritablement préparée, vous aurez péché si vous ne faites pas également quelque chose pour qu'on puisse quand même essayer d'arpenter les marches du développement, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est après tout ceci que nous nous sommes dit qu'il serait vraiment bien de mettre à contribution d'autres personnes qui partagent la même vision du développement de l'Afrique, des personnes qui ont eu des parcours qui ne sont pas des moindres et qui ont quand même aussi un plus à apporter. Et alors, il existe déjà des sociétés civiles bien organisées, des mouvements de jeunes. Quelle serait la particularité de ce laboratoire? La particularité de ce laboratoire est que nous fédérons pratiquement toute la jeunesse de l'Afrique. Déjà, au niveau du staff du laboratoire, au niveau de l'architecture gouvernementale de ce laboratoire, nous avons le collège des parrains et des marraines qui est constitué d'éminentes personnalités, d'éminentes autorités politico-administratives. Et nous avons le conseil d'orientation qui également est constitué et présidé par le président Roger Kodo-Dang, le président du Parlement panafricain, qui est une éminence grise et que nous remercions au passage parce qu'il a vraiment encourager la mise en place de cette initiative. Donc, nous avons également des ambassadeurs à la retraite, nous avons des personnalités du monde économique et de plusieurs autres secteurs qui sont au sein de ce conseil d'orientation et le directorat qui constitue le moteur du laboratoire, le directorat que j'ai le privilège de diriger et qui également est constitué rien que des jeunes du domaine de la diplomatie, du domaine du droit, du domaine de l'économie et d'autres domaines également. Nous sommes 17 au niveau de ce directoire. Et ce qui est agréable, ce qui est bien, c'est que nous sommes de toutes les sous-régions africaines. D'accord, parce que j'allais dire, vous êtes implanté dans combien de pays? Est-ce que finalement vous êtes une instance à proprement dite de l'Union africaine? Non, nous ne sommes pas pour le moment affiliés. Nous voulons travailler de façon indépendante. Nous allons travailler en collaboration avec tous ceux et toutes les structures qui voudront
travailler avec nous parce que nous voulons faire de la recherche. Oui. Nous voulons amener les jeunes à s'approprier déjà les acquis comme l'agenda 2063 de l'Union africaine, des acquis comme le programme de développement durable des Nations Unies. 2030, ouais. Voilà, et également les programmes de développement de chaque nation parce que les problématiques en Afrique ne sont pas les mêmes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et alors, votre recherche, elle va consister à quoi? À relever les particularités du continent africain et ensuite, comment vous allez faire pour intégrer les jeunes à ces données? Les jeunes sont déjà intégrés parce que avant le lancement des activités du laboratoire, nous avons lancé un avis de recrutement pour recruter des jeunes de toutes les sous-régions qui seront formés. Ce sera la première promotion des jeunes analystes chercheurs du laboratoire. Ils vont accompagner le laboratoire parce qu'au sein du laboratoire, nous-mêmes, nous aurons à faire des recherches, mais ces jeunes, nous allons les former à la recherche, les amener à faire des recherches techniques, intellectuelles et pratiques pour le développement de leur pays d'abord, de leur sous-région, sur des thématiques bien précises. Donc, nous avons réceptionné des candidatures, même de la diaspora africaine, nous avons réceptionné des candidatures. Il y a eu une commission d'études des dossiers qui a été mise en place et nous avons retenu 15 candidatures, à majorité de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et ce qui s'est passé, c'est au lancement, ces jeunes ont été briefés déjà, ils savent comment ça va se passer. Après, il y a eu un entretien d'ailleurs, la commission a eu à écouter ces jeunes-là et a eu à leur expliquer un tant soit peu le travail qui sera fait. Donc chaque jeune a déjà à son actif des thèmes de recherche sur lesquels il aura à travailler durant son mandat de 2 ans. Parce que ce sera 2 ans de mandat. Après 2 ans, nous lancerons un autre avis de recrutement. Est-ce que, par exemple, pour un jeune, je vais prendre le cas d'un jeune Gabonais qui a été retenu, est-ce qu'il devra faire des recherches uniquement sur le Gabon ou il pourra être envoyé au Rwanda également? Cela dépend d'abord des thèmes de recherche que l'intéressé a choisi, parce qu'ils ont déjà un canevas de thèmes de recherche qu'ils nous ont soumis. D'accord. Il y a le directoire va s'asseoir bientôt pour retenir les thèmes de recherche sur lesquels ils auront à travailler. Mais au-delà des thèmes de recherche qu'ils ont eux-mêmes, sur lesquels ils ont manifesté la volonté de travailler, nous allons les soumettre à faire des recherches sur des thèmes, un certain nombre de thèmes bien précis. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée des thèmes quand même? Parce que vous l'avez signifié, l'ONU a l'agenda 2030 avec des ODD spécifiquement bien définis. On a l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais également dans chaque pays, il y a des politiques de développement qui sont engagées. Donc à ce niveau-là, est-ce que ce sont des thèmes qui entrent en ligne de compte par rapport à ce qui se fait déjà, ou est-ce que c'est vous inventez un peu la roue? Non, nous n'allons pas inventer la roue, ce serait un gâchis de chercher à inventer encore la roue. Ce qui va se faire, ces thèmes de recherche sont basés sur ces agendas-là et sur les programmes de développement des pays dont ces jeunes-là sont originaires. Ce qui va se passer, je ne vais pas me mettre à libeller les thèmes de recherche ici. Ce que je peux vous expliquer, c'est que nous aurons à travailler sur les questions d'éducation parce que l'éducation est fondamentale. Par exemple, nos systèmes éducatifs en Afrique et particulièrement en Afrique du Sahara ne sont pas adaptés à nos réalités, ne sont pas adaptés aux enjeux qui sont les nôtres. Donc, il y a des thèmes de recherche qui sont relatifs au domaine de l'éducation. Nous avons connu cette pandémie-là et si le laboratoire existait déjà, nous aurons fait un certain nombre de propositions qui auraient permis à nos États, à nos autorités et même aux populations de pouvoir faire un certain nombre de réserves. Quand je prends par exemple le secteur des transports, le secteur des transports a eu de sérieux problèmes et les populations ou les clients de ce secteur-là également ont eu assez de problèmes. Si le laboratoire existait pendant que nous étions en train de réfléchir en fait à ce moment-là, mais le laboratoire n'existait pas encore. Nous aurons proposé aux populations et aux acteurs du secteur des assurances d'essayer de faire quelque chose pour que les populations ne se retrouvent pas, parce que des gens ont payé des billets, ils n'ont pas pu voyager et ils n'ont pas été remboursés. Alors que s'ils avaient une assurance, les acteurs du monde de l'assurance auraient réfléchi
à mettre en place un programme pour amoindrir les dépenses, pour amoindrir les coûts. Ça, c'est juste un exemple. Nous aurons des recherches sur le domaine dans le domaine de la paix et de la sécurité. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que dans certains pays africains déjà, et particulièrement au niveau du Sahel, ce qui a même amené à la création du G5 Sahel, il y a des problèmes du terrorisme, des problèmes de l'extrémisme violent. Avec Boko Haram, etc. Voilà. Et les acteurs de ces fléaux, ce sont des jeunes. Quand vous regardez, ce sont des jeunes qui sont enrôlés et même des enfants. Donc, nous aurons à travailler sur également cette problématique. Nous aurons à faire non seulement des recherches, mais à faire également de la sensibilisation et de la formation. D'accord. En réalité, vous êtes plus dans la prévention. Donc, voilà. Si on peut prévenir des crises, si on peut... Et dans la prospective, effectivement. Ce qui fait vraiment défaut à notre continent et à nos pays. Et également, dans la problématique, dans le but d'amoindrir un tant soit peu les chocs relatifs à la non-préparation de la relève. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont le privilège de travailler avec les autorités politico-administratives, de recevoir des promotions et tout. Mais la plupart du temps, quand vous observez, ces jeunes ne sont pas préparés à prendre cette relève-là. On aura l'occasion d'en arriver là, mais moi j'aimerais savoir, est-ce que vous allez, puisque vous l'avez dit, vous allez travailler en collaboration avec l'Union africaine, est-ce que ce travail ne se fait pas déjà à l'intérieur même de l'Union africaine? Comment vous aurez les moyens pour couvrir tout le continent qui, c'est plus d'une cinquantaine de pays. Aujourd'hui, avec le Soudan du Sud, on est à 55. Alors, comment vous allez, entre les zones de conflit, les zones qui n'ont pas de conflit, mais qui ont aussi leur réalité, comment vous allez vous impliquer pour avoir des solutions concrètes? Parce qu'on a déjà écouté beaucoup de parleurs en Afrique, mais encore, on imagine que vous avez... une solution concrète à nous proposer. Merci. En fait, ce que je voudrais déjà dire, c'est que on dit souvent qu'il n'est pas bon de penser qu'on a déjà franchi le Rubicon. Même si vous avez déjà un certain nombre d'acquis, il est toujours bien d'en ajouter. Nous ne sommes pas là pour quémander ou pour obliger des structures à nous venir en aide. Notre objectif principal, c'est d'aider à préparer la relève. Et nous le ferons avec nos propres moyens s'il le faut. Si nous avons des partenaires qui nous accompagnent, ça, ce serait génial. Si nous n'avons pas de partenaires, nous sommes en train de faire la politique de nos moyens et nous ferons la politique de nos moyens jusqu'au moment où les jeunes en question et tous les acteurs qui seraient impactés par les résultats de nos recherches, par les résultats de nos travaux, voudront également mettre leur patte à contribution. Donc, en fait... Et là, M. Simenou, Anyangpe, excusez-moi, j'aimerais savoir comment vous comptez accompagner ces jeunes-là, ces jeunes talents, comment allez-vous déjà les dénicher? Justement. Quels sont les critères pour les dénicher et quel est le type d'accompagnement que vous prévoyez leur donner? Les critères, nous les avons définis lorsque nous avons lancé l'avis de recrutement. Il faudrait que ce soit des jeunes qui ont au minimum le niveau du baccalauréat, donc qui ont atteint... Est-ce qu'il n'y a pas là une façon de léser d'autres jeunes qui pourraient être intéressés à ces questions? Non, nous n'envisageons pas léser qui que ce soit, mais nous voudrons faire du concret, nous voudrons apporter du concret. Nous ne pouvons pas aller prendre un jeune qui n'a pas été instruit, qui n'a pas eu ce privilège-là d'être instruit et lui demander de faire des recherches. Il faudra l'instruire d'abord. Et je crois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a pas mal d'acteurs de la société civile et de structures de la société civile qui font déjà ce travail-là. Nous nous sommes focalisés sur des jeunes de 18 à 33 ans. Nous sommes même allés jusqu'à 34 ans. Et nous avons demandé à ce que ces jeunes-là aient au minimum le niveau du bac et qu'ils soient en mesure de dire concrètement ce qu'ils peuvent apporter pour que nous puissions remédier aux problèmes de l'Afrique. Et ils ont planché, ils ont envoyé leur dossier. Il y a eu une commission d'études qui a travaillé sur ces dossiers. Il y a eu des entretiens et nous les avons retenus. Nous avons retenu la première promotion de jeunes qui vont travailler de façon permanente au sein du laboratoire comme des jeunes analystes-chercheurs. Et l'autre chose également, c'est que les autres jeunes qui ne seront pas des analystes-chercheurs et qui souhaiteront quand même passer par le laboratoire, nous restons ouverts, nous ne nous fermons pas
mais ils auront juste le privilège de venir voir ce qui se fait, de bénéficier peut-être des formations que nous aurons à dispenser, de peut-être s'associer à nous pour que nous puissions faire de la sensibilisation que nous envisageons faire. Vous voyez, donc je pense que nous ne sommes pas en train de vouloir aller très vite, nous ne voulons pas nous précipiter, nous voulons aller très lentement. Les jeunes qui ont manifesté déjà l'engouement de passer par ce laboratoire, lorsque, après la cérémonie de lancement des activités, nous avons eu notre premier AfriDiploLab avec le En parlant professeur... d'ailleurs de ce premier AfriDiploLab, quelles ont été la teneur de vos échanges? Est-ce qu'au sortir de là, on peut dire qu'après la pandémie de Covid-19, l'Afrique peut espérer une réelle intégration? Vous savez, la problématique de l'intégration africaine est une problématique qui est aussi bien complexe que non complexe. Elle est complexe en ce sens où tout le monde, où tous les pays africains ne sont pas encore préparés, ne sont pas encore prêts à s'ouvrir convenablement pour une réelle intégration. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque encore certains pays? Ce sont souvent les questions d'intérêt général. Puisqu'en réalité, c'est d'abord la volonté politique, une fois... Justement, c'est d'abord la volonté politique. Et imaginez un pays, je ne vais pas citer de pays, un pays qui estime que les produits fabriqués chez lui doivent s'écouler et refuse de s'ouvrir pour que d'autres produits n'entrent sur son territoire, que ces produits soient de meilleure qualité ou de moindre qualité. Le pays se renferme et refuse que ces produits n'entrent sur son territoire. C'est déjà un refus d'intégration. Et quel risque pour les pays aujourd'hui de se refermer sur eux-mêmes? Peut-être que c'est à ce niveau-là que vous devriez expliquer aux dirigeants des États pour qu'ils comprennent mieux. Nous voulons beaucoup plus nous intéresser à la jeunesse, pas tellement aux dirigeants. Les dirigeants ont été mandatés pour que la jeunesse comprenne mieux alors. Pour que la jeunesse comprenne déjà et prenne conscience. Quel risque pour un pays de se refermer sur lui-même? Le risque est grand parce qu'il ne permet pas à ces autochtones, à ces nationaux de pouvoir développer l'expertise, une certaine expertise. Parce que quand vous vous ouvrez et que les autres viennent chez vous, les produits des autres viennent chez vous, vous avez la possibilité de toucher du doigt la réalité de ces produits-là et de pouvoir vous perfectionner, s'il le faut, aller aussi vers ces pays-là, les ressortissants, les acteurs de ces pays-là, rechercher de leur expertise et revenir la mettre à contribution. Lorsque vous êtes fabricant, par exemple, vous êtes un couturier, par exemple, et que vous n'avez pas le matériel requis, ou que vous ayez même le matériel, mais que vous n'ayez pas le tact requis, et les produits, vous vous ouvrez aux autres qui arrivent, ou vous avez la possibilité d'aller chez les autres qui se sont ouverts, vous apprenez. Mais lorsque vous vous renfermez, lorsque le pays se renferme et ne crée pas les conditions favorables aux jeunes d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs, ces jeunes-là seront, pardonnez-moi l'expression, des attardés, ils seront en retard sur pas mal de processus. Une question qui, on peut le voir, diffère d'une région à une autre du continent. Dans certaines régions, on remarque quand même déjà des avancées notoires dans cette question d'intégration, pendant que d'autres traînent encore le pas. En tout cas, quels seraient vos conseils, vous, en tant que spécialiste des questions de diplomatie, pour ces pays-là qui hésitent encore aujourd'hui à s'ouvrir? Bon, est-ce que nous pouvons dire que avoir la prétention de donner des conseils, mais ce que nous pouvons dire, c'est que les jeunes ont soif de se développer, ont soif de prospérité. Et le développement passe nécessairement par l'intégration. Il ne peut pas avoir de développement sans intégration. La jeunesse aujourd'hui doit d'abord prendre conscience des enjeux de l'intégration, prendre conscience des réalités, aussi bien en interne qu'à l'étranger, et pouvoir maintenant se mettre ensemble, fédérer, conjuguer leurs efforts pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez eu ce privilège-là d'aller voir comment des jeunes de moins de 30 ans en Asie ou aux États-Unis sont de grands chefs d'entreprise, ont déjà 30 à 40 employés qu'ils paient régulièrement, ils paient leurs impôts, ils contribuent au développement de leur pays et ils tendent la main également
aux autres jeunes qui ne sont pas encore des entrepreneurs pour qu'ils puissent... Quand vous avez eu le privilège de voir ça à plusieurs reprises et de côtoyer régulièrement ça, si vous ne pensez pas à quand même faire quelque chose aussi chez vous, ce serait vraiment dommage. Et alors on a vu lors de ce premier AfriDiploLab la participation de Lionel Zinsou, un économiste chevronné, mais surtout un ancien Premier ministre du Bénin. Alors, quelle a été, j'ai envie de dire, la teneur de son propos lors de sa participation? Qu'est-ce que vous avez pu tirer de son expertise? Ce que nous avons pu tirer, d'abord, permettez-moi de le remercier et de remercier toutes les autorités politico-administratives de nos nations qui ont accepté d'accompagner, de suivre ce processus, de suivre le laboratoire. Le professeur Lionel Zinsou, la première fois où je lui ai parlé de cette initiative, ce qui me réjouit, il a dit « La Grange pour la jeunesse africaine, je m'engage. Tenez-moi régulièrement informé, mettez mon nom sur cette liste-là des experts qui viendront régulièrement animer vos AfriDiploLab. » Donc, je le remercie et je remercie également tous les autres. Ce que nous avons particulièrement retenu, c'est, comme je le disais tout à l'heure, que la jeunesse doit pouvoir prendre conscience et s'armer de beaucoup de courage, et parler, chercher à aller vers les aînés, chercher à aller vers les spécialistes comme nous l'avons fait pour qu'ils puissent en profiter, pour qu'il y ait ce dialogue intergénérationnel. C'est ce dialogue intergénérationnel qui va permettre en fait la préparation de la relève. Ouais. Parce que vous avez beau être jeune, vous avez beau être brillant, si vous n'avez pas les expériences requises ou si vous n'allez pas écouter, apprendre des expériences des autres, vous ferez les mêmes erreurs et vous allez porter préjudice à d'autres générations qui arrivent. Donc, ce que nous avons retenu, c'est d'abord ça, l'essence même et la nécessité du dialogue intergénérationnel, particulièrement entre les jeunes et les experts aujourd'hui qui sont pratiquement nos pères et qui sont en train de partir. La deuxième chose, c'est par rapport à la pandémie aujourd'hui, oui. L'Afrique a eu cet avantage-là de présenter une forte résilience à cette pandémie. Cela ne voudrait pas dire qu'il faut baisser les gardes. Cela nous a également amené à nous rendre compte de ce que nos secteurs sanitaires doivent être pris régulièrement et beaucoup plus au sérieux, oui. Aussi bien par nos autorités gouvernementales que par nos autorités législatives. Et nous saluons une fois encore le président Roger Kodo-Dang qui a fait l'honneur d'associer la jeunesse africaine au séminaire de haut niveau, au sommet de haut niveau sur le financement de la santé et du sida qui a eu lieu l'année dernière et qui avait appelé les autorités législatives, c'est-à-dire les législateurs africains, à davantage œuvrer pour une augmentation du financement du secteur de la santé dans leur pays. Et vous voyez, ce sommet de haut niveau a eu lieu au second semestre, au début du second semestre de l'année 2019. Ouais. Et voilà, en décembre, la pandémie commence par sévir. Mais alors, hormis l'aspect sanitaire, est-ce que cette crise, finalement, sanitaire, pour ne pas me répéter, cette Covid-19, n'est pas là aussi l'occasion pour le continent africain de se réveiller, finalement, pour cette jeunesse africaine, de saisir l'occasion pour aller vers le développement, parce que puisque l'Afrique n'a pas été véritablement touchée comme on a vu dans les autres continents, est-ce que ce ne serait pas là une opportunité de développement? L'Afrique n'a pas été touchée comme les autres, mais ça ne veut pas dire que l'Afrique n'a pas été touchée, parce que nous avons eu les confinements qui ont amené à la fermeture des frontières. Donc, l'Afrique, d'une manière ou d'une autre, a été touchée parce que c'était devenu plus difficile. Est-ce qu'il ne faut pas repenser nos économies? Est-ce qu'il ne faut pas repenser notre façon de voir les choses? Le professeur Lionel Zinsou a répondu à une multitude de questions des jeunes. L'AfriDiploLab était prévu pour 1h30, mais nous sommes allés jusqu'à 2h30 parce que les jeunes avaient soif de comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'il faudra repenser les économies africaines, nos modèles économiques? Il faut réadapter nos modèles économiques aux enjeux à venir, aux réalités déjà, connaître réellement les réalités et travailler à ce que la jeunesse prenne conscience. Parce que si les autorités politico-administratives qui sont d'un certain âge travaillent à ce que on amorce un développement où on améliore des secteurs, que les jeunes qui doivent prendre la relève ne sont pas préparés
à prendre la relève et à continuer le travail qui est fait. Ce serait un gâchis. Et c'est l'un de vos objectifs. Quelle est l'action la plus immédiate que vous allez mener maintenant que vous avez lancé les activités à court terme? Quelle est l'action du laboratoire? C'est d'abord la sensibilisation pour une prise de conscience et la sensibilisation pour amener les gens à venir écouter de nos aînés. C'est d'abord les chevaux de bataille sur lesquels nous sommes et nous remercions vraiment ces éminences grises qui ont accepté. Et j'invite vraiment les jeunes africains, je passe par votre canal pour inviter les jeunes africains à s'inscrire à nos Diplolab pour venir vraiment apprendre de nos aînés, pour venir comprendre les enjeux du secteur de l'économie aujourd'hui, du secteur du droit, du secteur des transports et des autres secteurs également. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lagrange Fidèle Siménou Agnampe, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur exécutif du laboratoire de recherche et d'action diplomatique qui vient de lancer ses activités. Merci encore. C'est moi qui vous remercie et je ne partirai pas de votre plateau sans remercier son Excellence Madame la vice-présidente de la commission de la CEAC qui nous a fait l'honneur de nous accompagner et de lancer, de venir assister personnellement dans nos locaux au lancement des activités du laboratoire. Voilà qui est dit. Permettez-moi de lui dire merci, merci de lui dire encore. toute la gratitude de la jeunesse. Merci encore, Monsieur Lagrange, d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Un complément d'information se poursuivra avec de nouveaux invités, mais aussi de nouvelles actualités à commenter. Moi, j'aurai du plaisir à vous retrouver très vite sur Gabon 24, chers téléspectateurs. Au revoir.